Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo d'histoire assez courte puisque ce chapitre complète en quelque sorte la vidéo qu'on a fait sur la période Napoléon III. Alors si vous l'avez pas vu, on vous met le lien et avec ces deux-là vous pouvez être tranquille. Donc comme d'habitude, schéma, sommaire et sous-partie, on commence donc directement notre chapitre. L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France de 1848 à 1870. 1. L'intervention de l'État dans l'économie. Alors c'est très simple à résumer, dans sa lettre au ministre de l'État, on retrouve quels sont les grands enjeux pour Napoléon III. 1. Développer l'industrie, pour ça l'État prête de l'argent aux entreprises. 2. Améliorer les déplacements et les transports, donc développer le train, les canaux et les routes. 3. Aménager le territoire. Là ça veut dire principalement des travaux dans le domaine agricole, donc rendre plus de terres cultivables, rendre des régions inexploitables plus fertiles, etc. L'État va donc financer de grands travaux, et ce qui a été fait, c'est les ports, Marseille et Le Havre sont améliorés, le port de Saint-Nazaire est créé. Du reboisement aussi, on plante des arbres dans la forêt des Landes et en Sologne. Le réseau ferré, sa gestion est distribuée à des entreprises privées. Et enfin des canaux, par exemple on a le canal de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Comme on l'a dit dans notre précédente vidéo, Napoléon III organise 2 expositions universelles à Paris, une en 1855 et une en 1867. C'est un événement majeur qui attire les foules des 4 coins du monde. Le but est de montrer à la fois les avancées technologiques du pays et la grandeur de la France. 2. Les innovations technologiques. Une grande invention lance la révolution industrielle. C'est la machine à vapeur de James Watt. On a également d'autres inventions qui servent le progrès. En 1856, Henri Bessemer découvre une nouvelle méthode pour fabriquer de l'acier, ce qui va en diviser le prix par 10. Ou encore, on a les engrais chimiques à base de phosphate qui vont permettre de nourrir une plus grande population. La révolution industrielle s'appuie sur de nouvelles matières premières, qui sont le charbon, dont la production est multipliée par 3 entre 1848 et 1870, le fer, et les matières textiles, comme le coton ou la soie. 3. Ah oui, et j'y pense maintenant, en gros ce chapitre est composé de 10 très petites parties, donc faut juste retenir un peu de chaque, comprendre le mouvement global et ça ira. Donc 3. Les usines. En France, on trouve les pôles du textile, qui sont situés en Normandie et en Picardie, à Lille et ses alentours, les mines de charbon, notamment dans le nord, en Bretagne, les industries sidérurgiques, à Carmaux, en Lorraine. L'Ouest est la seule région à rester un peu en marge de l'industrialisation, et Paris reste le cœur industriel de la France. Pour situer un peu le paysage industriel de l'époque, on a sur le même site l'extraction des matières premières qui est reliée par train aux usines à côté et en contrebas. Ces zones forment des villages dont la population est quasiment exclusivement ouvrière. 4. Les transports. La grande révolution du 19e siècle, c'est les chemins de fer. En 1848, on voit un véritable essor du réseau ferré, et en 1870, toute la France est reliée par chemin de fer. Les conséquences de cette évolution, c'est d'abord la longueur du réseau ferré qui est multipliée par 8, ensuite on a le nombre de voyageurs qui est multiplié par 10, et la quantité de marchandises transportées par train qui est elle multipliée par 15. Un autre exemple qui vous parlera peut-être un peu plus, avant il fallait 8 jours pour faire Paris-Marseille, à la fin de cette période, on est passé à 14 heures. 5. Les villes. On assiste également à l'essor des villes. De 1848 à 1870, on passe de 9 à 14 millions de citadins, soit 35% de la population. Dans le même temps, Paris grossit d'1 million d'habitants, passant de 1,5 à 2,5 millions d'habitants. Également, cette population, qui quitte la campagne pour s'installer en ville, est essentiellement jeune et entraîne donc une fécondité importante dans les villes. 6. Les ouvriers. Évidemment, en cette période, la partie de la population appartenant au monde ouvrier est très importante. Il faut y séparer les ouvriers qualifiés et spécialisés, comme les souffleurs de verre, et les autres, qui travaillent dans les mines et les usines. Un ouvrier sur 2 travaille dans le textile, qui est le premier secteur d'activité. Globalement, on passe de 3 millions d'ouvriers en 1850 à 5 millions en 1870.
Comme on le sait, les salaires sont bas et les conditions de travail désastreuses. En 1864, c'est le droit de grève, mais également la création de l'Association internationale des travailleurs, qu'on appelle plus communément la Première internationale ouvrière. Elle est créée pour baisser le temps de travail et hausser les salaires. L'État va alors prendre des mesures, notamment en limitant le temps de travail pour les plus jeunes. On passe à 10 heures par jour pour les moins de 14 ans, 12 heures par jour pour les 14-16 ans, et le travail de nuit est interdit aux moins de 16 ans. Malgré ces réformes, l'État continuera à réprimer violemment les grèves. 7. Les ruraux. Sous le Second Empire, il arrive que l'on parle d'âge d'or dans les campagnes. La taille des fermes augmente, avec de meilleurs rendements, plus de personnel et un matériel de meilleure qualité. En effet, Napoléon III institue des fermes modèles où l'on utilise les innovations technologiques du moment dans le but de moderniser l'agriculture française. Puisqu'on est français, on va prendre l'exemple du vin. Sans même que la surface de viticulture ait vraiment changé, la production est multipliée par 2. Certaines régions vont alors se spécialiser dans certaines cultures. La Charente et la Charente-Maritime sont premiers dans le vin, Cognac très connu aussi, Bordeaux qui produit de grands vins, ou encore plus au nord et dans le bassin parisien, la production de betteraves pour son sucre. En revanche, dans les régions de montagne, il n'y a pas de mécanisation. Les terres ne donnent pas ou trop peu, ce qui motive une immigration des paysans les plus pauvres et donc un exode rural. 8. Les bourgeois. La bourgeoisie contient elle-même sa propre hiérarchie. En premier, on a la grande bourgeoisie, c'est les entrepreneurs, les ingénieurs, les banquiers. C'est la nouvelle élite de la France et elle se rapproche de la grande bourgeoisie traditionnelle, qui est elle composée par de grands propriétaires terriens, par des mariages dont les intérêts communs sont l'argent et la situation sociale. Ensuite, on a la moyenne bourgeoisie, donc des professions libérales comme médecins, notaires, avocats. Et enfin, la petite bourgeoisie, les commerçants, les employés, les fonctionnaires. Pour les trois, il s'agit souvent de propriétaires avec un mode de vie urbain qui habitent les immeubles haussmanniens. 9. Le capitalisme libéral. Le capitalisme libéral repose sur la recherche du profit individuel et de son réinvestissement dans l'entreprise. Dans ce système, il n'y a pas d'intervention de l'État, les patrons doivent y gérer librement leurs entreprises. Les principes sur lesquels il repose sont donc simples. La liberté de créer son entreprise, avec évidemment une certaine importance de l'initiative individuelle et de la prise de risque. La libre concurrence entre les entreprises. Le libre-échange, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des capitaux. Le respect de la propriété privée. Et comme on l'a dit, pas d'intervention de l'État dans le domaine économique, donc pas de législation du travail, pas de taxes et de frais de douane pour ne pas entraver l'économie. Enfin, la dernière partie, 10. Le socialisme. Marx dénonce l'inégalité entre les classes sociales. Les bourgeois possèdent les moyens de production, et les ouvriers ne possèdent rien, et travaillent pour les bourgeois. Les bourgeois exploitent leurs prolétaires. La lutte des classes oppose donc les bourgeois aux prolétaires. Bon, évidemment, là on va un peu vite, mais je vais pas non plus vous faire un résumé du capital. Le but du marxisme est donc une société égalitaire et sans classe. Marx propose la fin de la propriété privée et la nationalisation des moyens de production, et en mouvement moteur, la révolution des prolétaires. Cette décision serait suivie d'une dictature du prolétariat, de l'élimination de la bourgeoisie et de la suppression de la propriété privée. Cette idéologie est appelée communisme ou marxisme, elle est diffusée à cette époque au sein du monde ouvrier. Bref, le Second Empire se caractérise par une forte croissance économique, la production industrielle y augmente de 79%, et la France devient la deuxième puissance industrielle mondiale. L'industrialisation est donc le moteur principal de changement et engendre notamment un bouleversement de l'organisation de l'économie et de la société. Voilà, on espère que cette vidéo aura pu en aider quelques-uns, on vous souhaite bon courage pour le bac et à bientôt sur YouTube.